Comme dans une histoire à épisodes, résumons les étapes précédentes de l'aventure des plantes. À l'origine, dans l'océan des premiers temps, un être microscopique invente la chlorophylle. Il devient une algue verte unicellulaire. Puis il s'accroche au rocher et développe une forme plus perfectionnée. Commence alors le monde des algues littorales. La conquête des continents se poursuit avec l'apparition des premiers végétaux terrestres. D'abord les mousses, qui inventent une tige minuscule, encore molle, et puis les fougères, qui inventent le bois et peuvent devenir des arbres. Mais les mousses et les fougères n'arrivent pas à oublier que leur grand-mère était une algue. Au moment de la reproduction, leur mémoire biologique les ramène obstinément à leur origine marine. Leur spermatozoïde doit nager pour atteindre la cellule femelle. Pas d'eau, pas de reproduction. Il faudra des dizaines de millions d'années pour que les plantes s'arrachent définitivement de la condition aquatique. Cette conquête définitive de la Terre, elles finissent par la réussir grâce à la deuxième grande invention après celle du bois, l'invention de l'ovule. Les premières plantes à ovules sont presque toutes mortes, sans laisser de traces, sinon dans les fossiles. Il nous reste heureusement un miraculé de cette forêt des premiers matins du monde. Cet arbre vénérable, ce véritable fossile vivant, c'est le ginkgo. Nous sommes ici devant la plus belle allée de ginkgo qu'on puisse trouver en Europe, à Saint-Sulpice-Laurière, une petite ville du centre de la France. Il s'agit d'un cadeau de l'empereur du Japon vers 1880 à l'ingénieur français qui lui avait construit une ligne de chemin de fer et qui les a replantés ici. Arbre sacré en Extrême-Orient, on l'appelle souvent arbre aux 40 écus, à cause du beau jaune d'or de ses feuilles en forme de pattes de canard en automne. Le nom de ginkgo vient du chinois yingkuo, qui signifie abricot d'argent, à cause de ceci, qui ressemble à une mirabelle. Or, nous y voilà. Ce n'est pas un fruit. Il n'a pas de pépin capable de germer. C'est un ovule, en tout point comparable à un œuf de poule, qui ne donnera jamais de poussin si le coq ne l'a pas fécondé. Il y a en effet Madame Ginkgo, qui en quelque sorte pond ses beaux œufs jaunes d'or, et Monsieur Ginkgo, l'arbre mâle, dont il faut que le pollen, disséminé par le vent, vienne féconder cet œuf. Ce qui peut encore se faire d'ailleurs une fois qu'il est tombé à terre. Faute de quoi, l'œuf du ginkgo pourrit, en sentant très mauvais. C'est toute la différence avec une prune, qui contient déjà son bébé dans son noyau quand elle tombe. Autre différence énorme, le noyau de la prune, lui, peut attendre des semaines ou des mois avant de germer, parce qu'il contient une graine, c'est-à-dire un bébé à l'état de vie ralenti. Invention qui viendra beaucoup plus tard que le ginkgo. L'œuf du ginkgo, lui, s'il a la chance d'être fécondé, doit pousser aussitôt, comme un poussin qui n'attend pas. Le ginkgo n'a pas changé depuis 200 millions d'années. Il a survécu à la dérive des continents, à la formation des chaînes de montagnes, aux périodes glaciaires. Tel que nous le voyons, les dinosaures l'ont vu. Or, voici qui est extraordinaire. Nous sommes à New York, sur la 5e avenue. La municipalité a planté des ginkgos. Pourquoi? Parce que cet arbre qui a résisté aux grands reptiles et à tous les bouleversements de l'ère secondaire, cet arbre que l'Extrême-Orient a religieusement planté autour des temples bouddhiques, est aussi celui, comme par hasard, qui résiste le mieux à la pollution des pots d'échappement. Maintenant, suivons nos reporters jusqu'aux îles Canaries. Qu'est-ce donc que ce botaniste espagnol est en train de leur expliquer à propos de cette espèce de palmier qui porte un énorme cône dressé? Eh bien justement, rien à voir avec un palmier. C'est un cycas, un énorme mâle avec son cône chargé de pollen. Les cycas sont, avec les ginkgos, les seuls autres fossiles vivants datant de l'ère secondaire qui soient parvenus jusqu'à nous. Comme les ginkgos, les cycas séparent les sexes. Impossible de les confondre, Monsieur Cycas brandit en été un énorme cône dressé qui produit une quantité invraisemblable de grains de pollen. Avec de la chance, le vent les portera jusqu'à Madame Cycas,
dont les gros ovules n'attendent que cela, blottis comme des œufs dans cette sorte de nid douillet formé par des feuilles duveteuses. Les ginkgos et les cycas témoignent donc toujours de l'invention de l'ovule, organe homologue de l'œuf des animaux. Car, à la même époque, il y a 200 millions d'années, les animaux ont aussi été obligés d'inventer l'œuf. Par réaction, semble-t-il, devant une catastrophe, l'assèchement des climats à l'ère primaire. Les reptiles, les poissons, les oiseaux et les insectes, comme les plantes, ne pouvant plus compter sur l'eau nécessaire à leur reproduction, ont dû reconstituer en quelque sorte un océan miniature enfermé dans une coquille, l'œuf pondu par la femelle. Mais l'invention de génie, la voici. Pour perfectionner le système de l'œuf, au cours de cette même ère secondaire, d'autres plantes vont inventer beaucoup mieux. La graine. Invention d'autant plus géniale que ni les animaux ni les hommes ne savent encore l'imiter. Quelle est la différence avec un œuf? C'est que la plante ne se donne pas la peine de faire de cet ovule un œuf bourré de réserves alimentaires tant qu'un grain de pollen n'est pas venu le féconder. La nature ne remplit le garde-manger que s'il y a un bébé à nourrir, comme le fait la maman qui porte son bébé. Et tant qu'à faire, puisque les ovules ne grossiront qu'une fois fécondés, autant les produire plus petits au départ. Les plantes vont donc en profiter pour miniaturiser de plus en plus leurs ovules, et ils deviendront minuscules chez les plantes à fleurs. Voici par exemple les ovules d'un narcisse. Mais cela peut aller beaucoup plus loin dans la miniaturisation. Dans 1 gramme de bégonia hybride rouge, il y a 100 000 graines. Prix d'1 kilo en 1981, 859 000 francs français, plus de 10 fois le kilo d'or. Mais ce qu'il y a de génial, surtout dans la graine, c'est la vie mise en conserve. Un jeune embryon qui, bien protégé, arrête sa croissance et peut attendre des années, s'il le faut, les conditions favorables pour germer. Mais quelle est donc cette civilisation végétale qui la première a inventé la graine? Elle est toujours là, sous nos yeux. C'est celle des conifères. L'un des pionniers de cette civilisation du cône, parmi les plus archaïques, c'est l'if. Celui-ci est l'un des plus vieux spécimens connus. Il se trouve en France, en Normandie, dans le cimetière du village d'Estrie. On lui donne près de 2000 ans. Comme pour les ginkgos et les cycas, il y a monsieur et madame if. C'est une femelle que nous avons devant nous. Mais que veut dire conifère? Cela veut dire qui porte des cônes. Il y a, sur un même pin, des cônes mâles et des cônes femelles. Les minuscules cônes mâles, au moindre souffle de vent, émettent des nuages de pollen. Les cônes femelles, qui regroupent les ovules du pin, laissent leurs écailles entr'ouvertes pour que cette semence mâle vienne les féconder. Une fois que c'est fait, ils brunissent et se referment pour protéger ce qui, cette fois, est devenu une graine, un bébé pin. Ce bébé pin va rester 2 ans dans sa nurserie fortifiée avant d'être lâché sur le sol.
Quant au système d'ouverture et de fermeture du cône, il utilise le degré d'humidité ambiante. Il est facile d'en faire la démonstration. Il y a une controverse à propos de la multiplication des pins. On en replante beaucoup pour les abattre, parce qu'ils fournissent du bois beaucoup plus vite que les arbres feuillus. Mais les écologistes répondent, attention tout de même, de ne pas trop en replanter partout. Parce que les conifères, ces arbres qui poussent d'ailleurs volontiers alignés au garde à vous, sont des arbres totalitaires. Ils empêchent la plupart des autres espèces végétales de pousser à leurs pieds, en utilisant l'arme de dissuasion chimique. Un poison sécrété par la couche de leurs aiguilles tombées sur le sol. La forêt feuillue, à côté, est ce qu'on pourrait appeler une forêt libérale, pluraliste, qui tolère la différence végétale. Et par voie de conséquence, animale. Ce n'est pas tout. Regardez ceci. Nous sommes au Canada, dans l'Ontario. Nous survolons l'usine de nickel de Sudbury. Sa cheminée, la plus haute du monde, 381 mètres, 23 cm de hauteur, dégage 2300 tonnes d'anhydride sulfureux par jour. Résultat, dans le sens du vent dominant, tous les pins sont morts. Car les conifères sont beaucoup plus sensibles à la pollution que les arbres feuillus. Justement parce qu'ils conservent les mêmes aiguilles plusieurs années de suite, alors que les autres arbres remplacent leurs feuilles chaque année. Les conifères ont beaucoup fait voyager nos reporters, parce qu'il y en a d'étranges et d'extraordinaires. D'abord ceux-ci, les conifères qui vivent dans l'eau. Ce sont des cyprès chauves. Nous sommes ici dans le Cypress Garden, aux États-Unis, en Caroline du Sud, près de Charleston. Curieusement, ces cyprès qu'on dit chauves semblent porter des perruques. Ce sont des lichens qui vivent de l'air du temps, pendus à leurs branches. Mais ce qu'ils ont de plus curieux, c'est sans doute leurs racines. Comme elles sont dans l'eau et qu'ils ont malgré tout besoin de les oxygéner, ils les font émerger pour respirer comme des tubes schnorkel de sous-marins. On les appelle ici les genoux des cyprès. Il serait dommage pour nos reporters de ne pas faire un crochet au Mexique pour y voir un autre phénomène. À 150 km au nord-est de Mexico, près de la ville d'Oaxaca, coincé dans la cour d'une école, voici l'arbre dont le tronc est le plus gros du monde. C'est aussi un conifère, un taxodium, 45 mètres de circonférence à la base. Nos reporters ont demandé aux enfants de la petite école de faire la ronde autour. Il n'y en avait pas assez pour faire la moitié du tour. Mais voici les seigneurs des conifères, les géants du règne végétal, les séquoias. Nous sommes ici en Californie, où ils sont conservés comme de précieuses reliques dans un parc national. Les séquoias existaient jadis en Europe, mais au cours de ce dernier million d'années,
ils ont été entièrement éliminés par les glaciations. Les séquoias sont sans doute les plus grands êtres vivants. 10 à 12 mètres de circonférence à la base, plus de 120 mètres de haut, ce qui dépasse la flèche des grandes cathédrales gothiques. On ne peut jamais bien donner une idée de leur taille par la photographie parce qu'on est toujours ou trop près ou trop loin. Un spécialiste américain a noté que la branche la plus basse du plus gros des séquoias est à 45 mètres du sol. Elle a 1,80 m de diamètre et 45 mètres de long. Elle est déjà plus longue et plus grosse que le plus gros orme du monde. Les séquoias les plus vieux peuvent avoir près de 4000 ans. Ils sont plus vieux que Rome, Athènes ou Persépolis. Ils étaient contemporains de Salomon. Pourtant, contrairement à ce que l'on croit généralement, les séquoias ne sont pas les plus vieux arbres vivants au monde. Pour aller à la rencontre du plus vieil arbre du monde, nos reporters, le botaniste Jean-Claude Hayon et le caméraman Philippe Fagnan, se dirigent maintenant vers la région de Californie la plus sèche, la plus aride, celle de la vallée de la mort. À partir de ce désert, un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture des États-Unis emmène Jean-Claude et Philippe dans les White Mountains, les montagnes blanches, ainsi appelées parce que durant la majeure partie de l'année, elles sont couvertes de neige. L'arbre le plus vieux du monde vit là-haut, vers les sommets, à 3000 mètres d'altitude, où il neige encore, bien que nous soyons déjà au mois de mai. Enfin, Philippe et Jean-Claude n'ont plus que quelques pas à faire pour se retrouver devant le doyen de tous les êtres vivants. On est presque déçu. C'est un pin, Pinus longaeva de son nom, pin de longue vie. On dirait qu'il est mort. Et pourtant, de la sève y circule encore. Mais depuis combien de temps? Quel âge a-t-il cet ancêtre? Pour le savoir, les dendrologues ont pratiqué jusqu'au cœur du tronc un carottage qui a permis d'en compter le nombre des anneaux. Ils en ont compté 4600. Quand Abraham est né, ce pin avait déjà 1000 ans. Quand Jésus-Christ est né, il avait déjà 2500 ans. Mais il ne faut pas se tromper. Du fait que les plus vieux arbres du monde soient des conifères, du fait aussi que les conifères soient représentés par des populations d'individus extrêmement nombreuses, on pourrait avoir l'illusion d'une omniprésence prolifique. En réalité, les conifères sont en complète décadence. Après avoir connu une immense expansion à l'ère secondaire, ils sont lentement mais sûrement repoussés vers les régions froides et les montagnes. Voici, justement, le cyprès à la fois le plus haut du monde et le plus petit. Nous le découvrons avec des botanistes chinois sur le toit du monde, au Tibet, à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est là qu'il s'est réfugié. Il mesure moins d'1 mètre, mais il s'accroche à la vie. Il peut vivre au moins 200 ans. En fait, les conifères ne sont plus que 600 à 700 espèces qui reculent devant les 230 000 espèces de plantes à fleurs. Les conifères sont en somme une tribu végétale primitive. Ils sont le monde d'hier,
mais sûrement pas le monde de demain. Il témoigne, comme les fougères, de ces époques lointaines où la Terre, sans fleurs, sans mammifères et sans hommes, était couverte de forêts, où les continents n'avaient pas encore la configuration actuelle. Où les plus belles et les plus riches inventions du monde vivant étaient encore à venir. Celles que nous verrons dans les prochains épisodes de l'aventure des plantes.